Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'EuroQuestion, la série courte de webinaire de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lucas Matchak, chef du Centre Grande Europe sur l'élargissement et chercheur à l'Institut Jacques Delors sur la politique centrale et orientale de l'Europe. Suite aux élections en Slovaquie, Robert Fico pourrait revenir au pouvoir après une défaite en 2020. Son parti Smer SD a gagné avec environ 23% des suffrages le 30 septembre dernier, devant la formation libérale Slovaquie progressiste, arrivée en deuxième position avec près de 18% des électeurs. Côté polonais, les électeurs sont appelés cette fois à renouveler leurs représentants ce dimanche 15 octobre. Le parti PiS au pouvoir depuis 2015 espère le garder. En perte de vitesse, le PiS essaye de maximiser ses chances d'avoir un niveau suffisant pour obtenir une majorité absolue. Mais la question cruciale restera de savoir quelle alliance ils pourront avoir pour avoir cette majorité. Donc, quel impact devraient avoir ces élections sur le groupe Visegrad et plus généralement sur l'Union européenne? À quel effet peut-on s'attendre sur le dossier européen clé comme la guerre en Ukraine? Et est-ce que ces deux élections prochaines vont donner le là des élections en 2024 pour l'Union européenne? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Sans plus attendre, Lucas, je te laisse la parole. Merci Lara, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre des Euroquestions de l'Institut Jacques Delors. Alors, le sujet est effectivement, on ne peut plus d'actualité car nous sommes à quelques jours des élections polonaises et nous sommes déjà avec un peu de recul nous avons déjà un peu de recul sur les élections slovaques. D'ailleurs, ce matin même, il y a eu du nouveau sur la constitution de la coalition à l'issue de ces élections, et j'y reviendrai dans un petit moment. Euh, je trouve que l'intérêt pour ces élections-là montre un phénomène qui s'impose ces dernières années dans l'Union européenne et qui est un corollaire, me semble-t-il, assez logique et tout à fait légitime et tout à fait souhaitable d'ailleurs de l'émergence progressive d'une sorte d'espace politique européen, à savoir que des élections, même dans des pays dont le poids est relativement faible en termes démographiques, etc., attire un niveau d'attention dans d'autres pays de l'Union qu'on n'a pas connu par le passé. Honnêtement, je ne suis pas sûr que l'Institut Jacques Delors aurait sollicité quelqu'un il y a 10 ans pour parler des élections en Slovaquie, et il y a 20 ans, à peu près certainement non. Donc, il y a une prise de conscience sur une forme d'interdépendance politique croissante entre les différents États membres de l'Union européenne. Encore une fois, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, donc, je voulais commencer par là. C'est vrai que ces deux élections, l'élection slovaque et l'élection polonaise, donc deux pays voisins, deux pays qui viennent de même espace géopolitique au sein de l'Union européenne, et que le hasard du calendrier politique a fait effectivement intervenir sur la même quinzaine de jours. Bon, clairement, comme toute élection, elles présentent des enjeux nationaux importants pour les deux pays concernés, mais aussi un enjeu régional pour ce qu'on appelle le groupe de Visegrad ou généralement l'Europe centrale, et une dimension européenne. Nous allons en parler. Et d'ailleurs, surtout, je vous suggère d'aborder ces questions dans les questions-réponses si vous le souhaiterez. Euh, la question clé, selon moi, pour laquelle ces élections méritent d'être suivies, y compris en dehors des deux pays concernés, c'est la question de l'évolution du rapport des forces entre des forces politiques, disons, partisanes, pour faire simple, pour schématiser, partisanes de la démocratie libérale, avec, je dirais, sa définition telle qu'elle est habituellement utilisée dans l'Union européenne, avec l'état de droit, etc. Et de l'autre côté, les partisans de ce que Viktor Orban a appelé une démocratie illibérale. Ou encore, et en partie ça se recoupe, mais pas toujours, le rapport de force entre des mouvances politiques, entre guillemets, pro-européennes, là encore en schématisant, versus des forces politiques qu'on pourrait qualifier d'eurosceptiques, voire pour certaines d'europhobes. Donc effectivement, ce rapport de force, il va être modifié suite à ces élections, alors particulièrement celle de Pologne. Alors pour illustrer ça, j'ai préparé un petit schéma, si on peut passer à la slide suivante.
alors qu'il y a un schéma évidemment un peu approximatif et le but n'est pas de pinailler sur des petits détails de telle ou telle case, mais plutôt de montrer les grandes tendances pour montrer que effectivement ce phénomène illibéral et ou eurosceptique, parce qu'encore une fois souvent ça va ensemble, mais pas forcément toujours, est quelque chose qui est bien ancré en Europe centrale, dans ce qu'on appelle le groupe Visegrad, République tchèque, Hongrie, Pologne, Slovaquie. Euh, c'est aussi quelque chose en même temps de variable. C'est un phénomène qui touche tous les pays européens, ou presque, mais il y a une vraie singularité, je pense, de l'Europe centrale. Et cette singularité, c'est que des forces politiques qui relèvent justement de ce qu'on pourrait appeler l'illibéralisme et euroscepticisme plus ou moins radical, euh, en Europe centrale et en particulier dans les pays de Visegrad, les forces politiques qui portent ces options-là, qui portent ces choix-là, arrivent à accéder au pouvoir et à s'y maintenir durablement. Si on regarde d'autres exemples dans d'autres pays européens, soit ce sont des forces qui poussent, mais qui restent encore, pour le moment en tout cas, dans l'opposition, soit ce sont des membres juniors de coalition, donc c'est des partis qui arrivent à accéder au pouvoir, mais pas en position de force, ou alors c'est plutôt éphémère. Par exemple, si on prend l'exemple italien avec le gouvernement de la Lega et de Mouvement 5 étoiles, c'était finalement, ça a duré relativement peu de temps. À l'inverse, l'exemple sans doute le plus emblématique de cette évolution illibérale d'Europe centrale, c'est bien évidemment la Hongrie de Viktor Orban, avec pour le coup un Premier ministre qui a réussi à se faire élire 4 fois d'affilée. Et donc dans mon schéma, effectivement, on voit bien le côté très prononcé de l'orientation hongroise. Si on regarde les autres pays, on voit qu'aucun pays n'est totalement exempt de cette tendance-là, que la Pologne, un peu à l'instar de la Hongrie, mais plus tardivement, a aussi opté pour un choix assez net à la faveur de ces tendances politiques-là, alors que la République tchèque et la Slovaquie sont dans quelque chose de beaucoup plus mixte, beaucoup plus nuancé. Et autre élément, on voit aussi que la Slovaquie est sans doute du coup le pays qui, de ce point de vue-là, jusqu'ici a été le moins atteint par cette tendance-là. Et d'ailleurs, il y a un autre indicateur qui va un peu dans le même sens, c'est que le seul pays membre de la zone euro, le seul pays qui a choisi, qui a souhaité et qui a mené à bien son entrée dans la zone euro, c'est la Slovaquie. Euh, Autre élément sur ce tableau, on voit aussi, et c'est pour ça que ces deux élections sont très importantes, on voit aussi que l'année prochaine, enfin, un peu plus de temps, mais en 2025 potentiellement, on pourrait se retrouver avec l'ensemble des pays du groupe de Visegrad qui auraient fait le choix d'une orientation politique illibérale et ou eurosceptique. Alors, ça reste une possibilité, pas une fatalité, mais il est évident que ce duo d'élections slovaques et polonaises vont très largement nous montrer la tendance, et notamment de ce point de vue-là, évidemment, la Pologne va être particulièrement scrutée parce que c'est là où se joue une forme de pérennisation de cette orientation politique ou au contraire une alternance qui relativiserait quelque part cette évolution d'Europe centrale. Donc, deux élections importantes avec une valeur aussi symbolique qui est assez importante, surtout, encore une fois, en Pologne. Alors, je vous propose deux focus. D'abord sur la Slovaquie, ensuite sur la Pologne, et ensuite, effectivement, se prêter plutôt à un jeu de questions-réponses. Donc, commençons peut-être par la Slovaquie, le slide suivant. La Slovaquie, que je me permets, avec un peu d'exagération, de qualifier de bastion pro-européen, pour les raisons que je viens d'expliquer, hein, le seul pays de la zone euro, un pays qui, dans les années 2010-2015, par la voix de son Premier ministre, Robert Fico, déjà lui, affirmer vouloir faire partie du noyau dur de l'Union européenne si jamais l'Union européenne devait se structurer selon ce type de modèle. Et donc, quelque part, le grand paradoxe slovaque, c'est que celui qui, justement, était quelque part le garant controversé, problématique, néanmoins, quand même plutôt le garant de ce positionnement globalement plutôt pro-européen
éloigné quand même assez largement des options idéologiques prises notamment par son voisin du Sud, la Hongrie. Ce même personnage, quelques années plus tard, devient au contraire le symbole d'un basculement vers un modèle que certains, effectivement, n'hésitent pas à comparer avec la Hongrie de Viktor Orban. Alors, je crois que les élections sont à analyser avec plus de nuances. C'est vrai que le parti de Robert Fico a gagné nettement. En même temps, par rapport à des scores que ce parti a pu faire par le passé, je rappelle qu'il y avait une élection où ils sont arrivés jusqu'à 44% de suffrages. On est quand même sur une victoire plus modeste, néanmoins victoire nette et une position de force pour la négociation post-électorale. En revanche, si on regarde le détail des résultats, finalement, les partis politiques qui sont vraiment en rupture avec ce que je me permets de qualifier de manière un peu vague le mainstream européen, finalement, il n'y en a pas tant que ça et leur résultat cumulé se situe autour de 35%. Donc, je pense que par rapport à certains propos qu'on a pu entendre ou lire sur les élections slovaques, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il y aura un basculement brutal et net vers des options anti-système, illibérales, anti-européennes ou tous les adjectifs qu'on peut imaginer. On est finalement plutôt sur une déception, d'ailleurs, pour certaines parties, typiquement le parti républicain, qui a tout juste raté son entrée au Parlement. Avec 4,75%, il fallait 5% pour avoir des élus. C'est un parti d'extrême droite qui pouvait espérer, qui espérait sans doute un score nettement plus important. Et par le passé, dans les élections précédentes, l'extrême droite dure, avec des relents parfois franchement flirtant avec des éléments néo-nazis, etc., a eu des élus au Parlement. Donc de ce point de vue-là, il y a plutôt disons que la radicalisation relative de Smer, de parti de Robert Fico, a réduit quelque part l'espace politique pour des forces plus assumées dans leurs options extrêmes en direction, disons, de l'extrême droite. De l'extrême droite. À nuancer, une mathématique électorale, post-électorale, pas si simple que ça. Et si on regarde le slide suivant, en fait, il y a trois coalitions qui d'emblée étaient envisagées. Alors, depuis ce matin, on peut dire qu'en fait, c'est la première. Donc, la coalition a 79 mandats, 79 sièges qui en accorde, enfin, qui est déjà pratiquement convenu entre les trois partis. C'est vrai qu'il y avait une forme d'incertitude jusqu'à aujourd'hui, mais ça y est, aujourd'hui, les trois partis ont signé une sorte d'accord prénuptial qui va donc mener plus tard à un accord de coalition. Ils ont signé un mémorandum aujourd'hui où ils s'engagent à ne plus négocier avec d'autres partis et à se concentrer sur une négociation entre eux, avec déjà aussi une autre certitude, c'est que Smer va avoir le poste de Premier ministre, donc très probablement Robert Fico va redevenir Premier ministre. C'est pas vraiment une surprise, encore que au tout début, le leader de Hlas, M. Pellegrini, lui-même ancien Premier ministre, avait tendance à dire que une coalition avec Smer, oui, mais sans forcément Fico qui redeviendrait Premier ministre. Visiblement là-dessus, Hlas a fini par céder très clairement. Donc voilà, donc on va très clairement vers cette coalition-là. Maintenant, ce qui est important à garder en tête, c'est que les autres combinaisons qui ont été écartées maintenant restent possibles, mathématiquement et politiquement. Et donc, quelque part, Robert Fico devra gouverner avec l'idée que si Hlas décide de changer d'alliance, du jour au lendemain, Smer peut être envoyé dans l'opposition et se retrouver effectivement face à une nouvelle coalition qui se ferait sans lui. Il y a donc cette variante à 82 voix, alors qui est une variante difficile, composée de quatre partis au profil idéologique assez différent. Mais si Robert Fico pousse trop loin et si par exemple il mène une politique qui rendrait les relations avec l'Union européenne aussi compliquées comme c'est le cas de la Hongrie et de la Pologne de ces dernières années, je pense qu'à un moment donné, pour Hlas, ça pourrait être difficile d'être dans cette coalition. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'il a 79 sièges a priori, mais là-dedans, il y a 10 élus du Parti national slovaque, SNS, qui est finalement un groupe très hétéroclite de personnages très problématiques et dont seulement un, le leader du parti, est un membre du parti SNS.
tous les autres, c'était des gens qui étaient en bas de la liste, a priori sur des positions non éligibles, mais du fait d'un système de voix préférentielle que les électeurs slovaques ont, en fait, ces gens qui étaient en bas de la liste se sont retrouvés élus. Donc, on a là un groupe qui sera probablement un peu difficile à gérer, à discipliner dans une coalition. Pareil, si Robert Fico se retrouve trop en difficulté sur ses affaires judiciaires, disons, là aussi, pour l'AS, à un moment donné, ça peut devenir un problème de le maintenir au pouvoir. Donc, on a devant nous une législature dans laquelle on ne peut pas exclure des surprises et des retournements, ce qui est d'ailleurs assez habituel en Slovaquie. Je rappelle qu'en Slovaquie, on arrive assez souvent à des élections anticipées, hein. Ces élections-là étaient des élections anticipées et c'est loin d'être la première fois. Maintenant, sur la Pologne, euh, très brièvement, parce que je voudrais, enfin très brièvement, je voudrais passer assez rapidement aux questions-réponses. Sur la Pologne, évidemment, l'exercice est plus difficile car on est à quelques jours des élections, donc tout ce que je dis, évidemment, peut être vite démenti par le choix des électeurs polonais. Donc, je vous propose de partir en fait d'un commentaire des sondages, des derniers sondages. Donc, j'ai utilisé l'outil Poll of Polls de Politico, qui est un outil qui agrège en fait les différents sondages publiés. Alors, il faut se méfier parce que, en règle générale, il faut se méfier des sondages, mais en Pologne, certainement pas moins qu'ailleurs. On peut avoir des surprises, on peut avoir des sondages qui sont plus ou moins bien faits, qui sont plus ou moins orientés politiquement en fonction aussi de qui a commandé ces sondages, etc. Donc, il faut faire très attention. Néanmoins, justement, cet outil qui agrège différents sondages disponibles quand même permet peut-être de réduire un peu le risque d'être complètement à côté de la réalité. En fait, en Pologne, ce qui paraît évident, c'est que le PiS va gagner une fois de plus, mais ce qui est très loin d'être gagné, c'est qu'ils sont en capacité de composer une majorité, une coalition majoritaire au Parlement. Et au contraire, la plateforme civique, la coalition civique, c'est-à-dire la force politique amenée par Donald Tusk, ça serait une grande surprise s'ils arrivaient à dépasser le PiS. Mais par contre, en termes de potentiel de coalition et de possibilité d'avoir des partenaires juniors qui pourraient leur permettre de dépasser la majorité absolue de sièges, euh, le parti de Tusk est plutôt dans une posture plus avantageuse a priori que le PiS. Donc typiquement, si on regarde les chiffres tels que cette agrégation des sondages nous les indique pour le 7 octobre dernier, bah, on voit qu'effectivement, PiS a 6 points d'avance sur la KO, mais on voit aussi que les deux partis qui sont à 10%, qui n'ont aucune le PiS est en compte, et ça peut être compliqué, mais ils sont prêts, et ils ont déclaré clairement qu'ils sont prêts à travailler avec Donald Tusk, bah, on arrive à un score de 50% cumulé entre la plateforme civique et puis les deux autres partis. Alors qu'en face, on a un camp à 45, sachant que l'union ou l'alliance entre le PiS et la Confederacja, le parti d'extrême droite, n'est pas non plus une chose complètement évidente, notamment parce que sur le plan économique et social, ces deux partis sont très très éloignés. Confederacja, c'est un parti d'extrême droite, mais qui sur le plan économique est un parti quasi libertarien, alors que le PiS, au contraire, s'est construit très largement sur une politique sociale très inclusive et assez généreuse. Donc, sans parler du fait que stratégiquement, le but de Confederacja, c'est de remplacer le PiS, de prendre la place dominante à droite de la scène politique polonaise. Et donc, pour Confederacja, un départ du PiS dans l'opposition n'est pas forcément une mauvaise idée. Donc, on est vraiment face à un jeu assez ouvert. Je suggère juste de suivre avec attention quatre choses. La première, c'est qu'il y a des seuils électoraux, comme un peu partout en Europe centrale, hein. J'ai mentionné le seuil de 5% en Slovaquie, qui a empêché l'extrême droite dure d'accéder à des élus au Parlement. En Pologne, il y a deux seuils, un seuil de 5% pour un parti seul et 8% pour une coalition. Alors, a priori, si Lewica, la gauche, et la coalition troisième voie, avec notamment la Pologne 2050, si effectivement ils font un score autour de 10%, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Pologne 2050,
et la coalition qu'il mène, c'est vrai qu'à 10%, on n'est pas très loin de 8%, on n'est pas loin de la marge d'erreur. Donc, si jamais cette coalition se retrouve finalement en dessous de 8%, il serait extrêmement difficile pour les libéraux et pour Donald Tusk de construire une coalition. Donc, à la limite, le vrai sujet, c'est de savoir si les petits partis vont réussir à passer les seuils, plutôt de savoir si PiS aura 4, 5 ou 6 points d'avantage sur le parti de Tusk. Euh, Très rapidement, il y a une méthode de répartition des restes pour tous les partis qui sont en dessous de 5 ou 8%, qui favorise des grandes listes, des listes qui ont fait un bon score. Donc là aussi, on peut se retrouver avec quelques sièges finalement qui pourraient basculer plutôt du côté du PiS. Donc là aussi, ces chiffres peuvent être trompeurs. Hein. 50 contre 45, ça ne veut pas forcément dire 50 contre 45 en nombre de sièges. Il y a effectivement ce que j'ai déjà dit, la question des partenaires juniors et de savoir s'il y a un effet vase communicante. C'est-à-dire, par exemple, si Confederacia progresse, est-ce que ça se fait au détriment du PiS ou est-ce que ça se fait plutôt en mobilisant des abstentionnistes? Donc là aussi, ça peut jouer des tours. Et puis, il y a cette question de potentiel de coalition de Confederacia. Quelle sera la stratégie post-électorale de ce parti? Est-ce qu'ils peuvent avoir plutôt intérêt à soutenir PiS si mathématiquement c'est possible ou préférer que PiS parte dans l'opposition? C'est une question importante. Et je vais terminer là-dessus parce que c'est ça finalement l'enjeu essentiel en Pologne, du point de vue polonais, mais aussi, comme je l'ai déjà dit, régional et national. C'est que ce qui est en jeu, c'est de savoir si le PiS va recevoir un troisième mandat. Ça serait une première fois dans l'évolution politique de la Pologne depuis 1989. Jamais aucun parti n'a réussi à assurer 3 mandats d'affilée. Et donc, et évidemment, en termes de capacité du PiS à mener au bout ces différents agendas de transformation profonde de la société polonaise, mais aussi, par exemple, tout ce qu'ils font sur le plan du système judiciaire avec toutes les tensions que ça provoque avec l'Union européenne, etc. Bien évidemment, la question de ce troisième mandat est absolument cruciale. C'est une alternance. On pourra considérer que cette tentative de PiS sera finalement une parenthèse plus ou moins importante. S'ils gagnent ce troisième mandat et s'ils sont capables d'avoir un gouvernement jusqu'à la fin de cette législature, leur capacité à durablement marquer le pays sera d'autant plus accrue et on se rapprochera fortement d'un scénario à la hongroise dans le cas polonais, même si par ailleurs, il y a bien évidemment toute une série de différences entre ces deux pays et entre les deux forces politiques, le PiS et le Fidesz, mais sur la capacité à durablement marquer le pays et durablement infléchir son évolution, y compris dans ses relations avec les partenaires européens, on pourrait à ce moment-là comparer la Pologne encore un peu plus à la Hongrie. Voilà, merci beaucoup et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Lucas, pour tes analyses. Donc, nous allons continuer à suivre l'évolution des débats en Europe centrale et analyser le résultat des élections en Pologne avec un de tes futurs blog posts. Mais on a déjà ton blog post actuel sur la Slovaquie qui est disponible sur le site web de l'Institut Jacques Delors. On a reçu plusieurs questions. Peut-être une première, ce serait par rapport au positionnement de ces deux pays sur la guerre en Ukraine. Donc, quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est vrai qu'on a vu la Pologne et la Slovaquie étaient, comme toute l'Union européenne, en soutien à l'Ukraine. Et là, pendant la campagne électorale, notamment en Slovaquie, où Robert Fico a dit qu'il n'allait plus donner d'armement à l'Ukraine. Le PiS, il y a eu des frictions, notamment sur l'agriculture. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un positionnement différent de ces deux pays sur l'Ukraine? Alors, je commencerai par la Pologne, où je pense que les choses sont plus tranchées. Je crois que quel que soit le nouveau gouvernement polonais, sur les questions fondamentales de l'attitude par rapport à l'Ukraine et à la Russie, on n'aura pas de changement majeur. Il pourra y avoir effectivement des changements sur des questions, par exemple, de l'accueil et de l'accès, par exemple, à des prestations sociales des réfugiés ukrainiens en Pologne. Ça, clairement, c'est un sujet que Confederacja joue, et même PiS aussi. Effectivement, l'attitude ne sera pas la même sur la question des céréales, etc. Mais sur le fait que fondamentalement, la Pologne et l'intérêt national polonais exigent que l'Ukraine gagne dans cette guerre et que la Russie soit clairement battue dans cette affaire-là, je pense que ça ne changera pas.
En Slovaquie, c'est plus complexe parce qu'effectivement, Robert Fico a fait une campagne qui courtisait beaucoup l'électorat pro-russe en Slovaquie, et c'est une partie de l'électorat qui n'est pas négligeable. Et c'est une thématique qui résonne très différemment de la Pologne pour des raisons historiques et culturelles, mais surtout historiques assez prononcées. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus à discuter. Maintenant, il sera à la tête d'un gouvernement de coalition dans laquelle Hlas, qui encore une fois est un partenaire pivot, qui peut faire basculer ce gouvernement. Je pense que Hlas va essayer d'éviter une rupture sur la question ukrainienne avec les partenaires européens. Donc, je pense que Robert Fico sera quand même poussé à une sorte de modération. Lui-même, d'ailleurs, je pense que dans la campagne, comme dire, le personnage est tout à fait cohérent avec ça, dans la campagne, il peut aller très loin. Dans la pratique gouvernementale, je pense qu'on peut s'attendre à une modération, même sans d'autres impératifs. D'autant plus qu'il peut assez facilement remplir ses promesses, c'est-à-dire arrêter de fournir de l'armement slovaque à l'Ukraine. Ça, je pense qu'il va le faire, parce qu'effectivement, il a promis très clairement. Maintenant, est-ce que ça va changer fondamentalement la situation de l'Ukraine? Non. Maintenant, est-ce qu'il ira plus loin? Est-ce que, par exemple, il pourrait poser un veto contre les sanctions? Je peux pas l'exclure, mais je trouvais ça assez étonnant. Et je pense que là, pour le coup, ses partenaires de coalition, en tout cas Hlas, ne vont pas le laisser faire, sans parler de la société civile slovaque qui risquerait quand même de bouger là-dessus, etc. Donc, je pense qu'il va effectivement donner quelques gages à son électorat pro-russe, notamment sur la question des livraisons d'armes. Et que sur le reste, il va prendre probablement une option un peu à la Viktor Orban, c'est-à-dire un discours où il formule son scepticisme, voire son opposition, par exemple, sur la question des sanctions, mais sans aller jusqu'à empêcher cette politique de l'Union européenne. Merci Lucas. Peut-être une deuxième question. Quelle a été l'influence russe pendant ces deux campagnes électorales en Slovaquie et en Pologne? Alors, en Slovaquie, importante parce que globalement, il y a différentes enquêtes, différentes analyses qui ont été faites ces dernières années qui montrent que la Slovaquie est un pays où la pénétration de discours russes est relativement élevée comparé à d'autres pays de la région ou à d'autres pays européens. Là encore, on pourrait parler de certaines raisons historiques et culturelles, hein. Il y a par exemple une tradition d'un certain panslavisme qui est assez forte en Slovaquie. En Pologne, c'est assez différent. Alors, il y a eu certainement des tentatives, mais la population polonaise et la classe politique polonaise est quand même tellement majoritairement unie autour d'une vision très claire de ce qui se passe en Ukraine et de quel est le rôle de chacun dans cette affaire, que je pense que la capacité du narratif pro-russe à s'imposer est quand même assez limitée. Après, il peut y avoir des influences, des tentatives de déstabilisation, mais je trouve que, encore une fois, là, pour le coup, il y a vraiment une différence. Par exemple, si vous regardez les sondages d'opinion, lorsqu'on pose aux gens la question de qui est responsable pour le déclenchement de la guerre en Ukraine, en Pologne et en Slovaquie, les réponses sont vraiment très, très différentes, avec, pour le coup, en Slovaquie, à peu près une moitié de la population qui se retrouve dans des arguments du type c'est la faute de l'Occident et de l'OTAN plus que de la Russie, etc. Chose que vous rencontrerez quand même très peu en Pologne. Ouais, merci Lucas. Une deuxième question sur la Pologne cette fois. Pourquoi les jeunes votent-ils de plus en plus à droite, dure, notamment en Pologne avec Confederacja, alors que le chômage est plus bas? Alors, bon, il y a peut-être une forme de radicalité de la jeunesse qu'on voit souvent en Europe, et il me semble que même en France, on a eu des votes jeunes qui allaient un peu vers les deux extrêmes de l'échiquier politique. Donc, je crois qu'il y a des phénomènes assez classiques et assez habituels. Après, je me permettrais de formuler une hypothèse, mais j'ai pas forcément des données pures et dures à l'appui, donc c'est une hypothèse que je formule. Je pense que ce qui est un peu particulier en Pologne, c'est que le match Tusk-Kaczynski, parce que c'est de fait ça que nous avons, en fait, il dure quasiment depuis les années 90, et en tout cas au plus tard depuis le début des années 2000. Donc je pense que pour beaucoup de jeunes, il y a peut-être aussi une forme de lassitude face à cet affrontement de deux figures qui s'affrontent depuis que ces gens-là lisent les journaux. Et donc, il y a peut-être aussi cette volonté de tourner un peu la page, et donc on se tourne vers des alternatives. Et effectivement, si on est plutôt à droite, si on est plutôt conservateur sur les questions de société, etc., et il y a une partie de la population polonaise qui est très fortement orientée dans ce sens-là, bah, on peut basculer du PiS vers Confederacja
ou éventuellement peut-être voilà. Donc je pense qu'il y a aussi un peu cet effet-là. C'est vrai que la longévité de ces deux rivaux, qui d'ailleurs commençaient un peu dans le même milieu, mais qui sont devenus des rivaux emblématique de ce clivage entre deux Polognes. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu démobilisant et lassant pour une partie de la population et peut-être particulièrement pour des jeunes. Merci Łukasz. Une prochaine question, toujours sur la Pologne. Si le PiS gagne le pouvoir en Pologne, peut-on s'attendre à une continuité en matière de politique étrangère et de comportement au sein de l'Union européenne ou à des radicaux changements? Je pense que ça dépend beaucoup de quelle sera l'architecture de la future coalition, parce que à moins qu'il y ait une énorme surprise, le PiS ne pourra pas gouverner seul. Sachant que déjà aujourd'hui, le PiS en son sein a des courants plus ou moins radicaux et notamment plus ou moins décidés à rompre ou justement ne pas rompre avec l'Union européenne. On le voit à chaque fois qu'il y ait une augmentation des tensions avec l'Union européenne, on voit qu'il y a clairement des faucons et des colombes au sein même du PiS ou dans le cercle, on va dire, proche du PiS. Alors, si en plus le PiS doit dépendre des députés de la Confederacja, ça risque de changer un peu la donne. Et Confederacja, effectivement, sur ces sujets-là, risque de pousser plutôt à la confrontation. Maintenant, ça dépendra aussi des sujets. Hein. Encore une fois, sur l'Ukraine, je pense que non. Mais sur les questions migratoires notamment, on a vu, enfin vous avez tous ceux qui suivaient ça, vous avez vu les propos très durs de M. Morawiecki, Premier ministre polonais. Alors c'était des propos de campagne, hein, c'était des propos qui étaient destinés à l'électeur polonais plus qu'aux partenaires européens, mais voilà, il a dit des choses très 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 dures et on peut donc supposer que le futur gouvernement du PiS, si un tel gouvernement existe, va continuer sur cette ligne-là. Les négociations budgétaires risquent d'être compliquées. Sur un sujet qui m'est proche, les questions d'élargissement, on peut avoir aussi une volonté forte d'appuyer l'Ukraine, mais par exemple, beaucoup plus de scepticisme sur d'autres pays qui demandent leur adhésion. Mais sans parler de la question de la réforme institutionnelle liée à l'élargissement. PiS sera vent debout à tout prix contre toute évolution sur la question du veto, par exemple. Là où une coalition amenée par Donald Tusk serait probablement exigeante, défendrait un certain nombre de choses, mais probablement serait ouverte quand même à une forme de compromis. Sans doute un compromis qui ne serait pas non plus évident à accepter, par exemple, par la France et par l'Allemagne, mais il y aura une discussion possible. Avec le PiS, j'ai du mal à voir ces discussions-là. Donc, tout dépend effectivement des soutiens du PiS. Et puis, il y a quand même une question qui va se poser dans les années à venir au sein du PiS, c'est la succession de M. Kaczynski, qui est l'homme fort, le leader de facto de ce parti, même s'il est candidat à rien, mais de fait, c'est lui qui tire les ficelles dans ce parti, très clairement. Or, tôt ou tard, se posera la question, et là aussi, est-ce que son successeur sera quelqu'un qui viendra plutôt de l'aile dure ou de l'aile conciliante par rapport à l'Union européenne? Ça déterminera beaucoup de choses. Donc, beaucoup de turbulences, c'est clair. Mais maintenant, est-ce que la Pologne ira vers une rupture pure et dure? J'ai tendance plutôt à penser que non, tant qu'il y a le contexte de la guerre en Ukraine, mais je peux me tromper. Merci. Une prochaine question encore sur la Pologne. Comment analyses-tu les démissions de plusieurs hauts gradés militaires hier, à quelques jours du scrutin? Alors, j'ai cru comprendre que la tonalité générale de la presse polonaise, dans la mesure où j'ai pu suivre un peu, c'est que c'est un coup pas très agréable pour le PiS, que c'est une forme de désaveu, et qu'effectivement, et que probablement d'ailleurs, c'était la volonté des deux officiers de, effectivement, d'une certaine manière, montrer un désaccord. Après, je ne connais pas les détails de vraiment tout ce qui est derrière, etc. Donc, je voudrais pas trop m'avancer. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est un geste symbolique qui est plutôt de nature à... euh, D'autant plus que le PiS joue beaucoup sur la carte. Nous sommes les seuls à défendre les intérêts de la Pologne, la sécurité de la Pologne. Et d'ailleurs, Donald Tusk, c'est pas un Polonais, c'est plutôt un Allemand. Enfin, c'est ce genre de discours qui est absolument structurant dans la campagne du PiS. Et donc, le fait de voir que l'armée, quelque part, ne se retrouve pas forcément derrière ce pouvoir, ou en tout cas qu'il y a des hauts gradés qui
qui considèrent que ce que fait ce gouvernement est contraire à leur conception de ce qu'est la sécurité et les intérêts de la Pologne. Je pense que ça fait pas forcément un très bon effet pour eux. Donc maintenant, est-ce que c'est de nature à changer le résultat des élections? Très probablement non, mais ça fait partie des petites choses. De même que par exemple l'affaire de corruption autour des visas pour des migrants, je pense qu'elle a fait du mal au PiS et donc toutes ces choses-là mises bout à bout font qu'effectivement, je pense que les stratèges du PiS sont assez nerveux par rapport à ce qui va se passer dimanche. Merci Lucas. J'ai peut-être une dernière question un peu plus sur l'avenir et les élections européennes de juin 2024. Comment tirer les enseignements de ces deux élections nationales pour le prochain scrutin européen? Ou est-ce que c'était uniquement des exercices vraiment nationaux ou est-ce qu'on peut y voir une tendance de fond? Alors, je pense que ça nous donne une tendance sur ces deux pays-là, et notamment la Pologne est quand même un pays qui démographiquement pèse relativement lourd, hein. Le nombre de députés polonais au Parlement européen est loin d'être négligeable. C'est moins évident pour la Slovaquie. Donc, effectivement, vu que c'est des élections qui arrivent assez rapidement, on peut supposer que ça sera des élections plutôt dans la continuité des élections actuelles. Et donc, effectivement, sur ces deux pays-là, on aura un peu une tendance, parce qu'il est assez peu probable que les nouveaux gouvernements se discréditent aussi rapidement pour qu'il y ait déjà la logique des élections de mi-mandat, ou au contraire, en général, c'est plutôt les oppositions qui gagnent. Maintenant, au-delà de ça, oui, je pense que si le PiS gagne, avec Fico qui devient Premier ministre, je pense que ça sera un encouragement pour des forces politiques qui, de près ou de loin, ressemblent à ces partis-là. Alors, tout ça, c'est paradoxal parce que même ces deux partis-là ont beaucoup de points de divergence. Je veux dire, Robert Fico vient de la social-démocratie, il s'est toujours affirmé être un homme de gauche. Il y a pas du tout, enfin, il n'y a pas la même dimension conservatrice, même si dans son discours, il a adopté certaines thématiques conservatrices, comme par exemple le discours anti-LGBT, des choses comme ça, un discours sur la famille traditionnelle, mais quelque part, c'est pas au cœur de son message, c'est pas au cœur des attentes de son électorat. Il y a le côté pro-russe qu'on n'a pas du tout du côté du PiS. Donc voilà, mais toujours est-il que si jamais le PiS gagne un troisième mandat et Robert Fico crée un gouvernement qui pousse la Slovaquie vers un modèle un peu plus proche de ce qu'on connaît en Hongrie, je pense que ça peut créer une forme de dynamique sur laquelle certains partis politiques, je pense notamment dans les pays voisins, je pense par exemple à la République tchèque, peuvent apporter une forme d'encouragement euh, pour les électeurs qui hésitent entre différentes options, tout simplement parce que ça banalise aussi un certain nombre de thématiques, etc. Donc oui, je pense qu'il peut y avoir un effet. Et à l'inverse, hein, si le PiS quitte le pouvoir et si c'est Donald Tusk qui devient le nouveau visage le plus visible et la voix la plus audible de l'Europe centrale sur les questions européennes, ça change un peu les perspectives. Donc oui, je pense qu'il y a un effet, pas un effet dominant, pas un effet automatique, mais on est quand même dans une séquence politique électorale qu'on peut considérer comme une séquence justement et avec du coup des interactions qui peuvent être significatives. Merci beaucoup, Lucas, pour tes analyses. On se réjouit de lire ton blog post sur la Pologne après les élections et déjà celui sur la Slovaquie qui est disponible sur le site, comme je l'ai dit. Et merci à vous tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous le mercredi 25 octobre à 14h30 pour le prochain Euroquestion. Nous aurons le plaisir d'accueillir Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors, qui reviendra pour nous sur la défense européenne. Merci à tous et bon après-midi. Si, à bientôt.